Donc là, on change complètement de sujet pour arriver dans le, dans le cancer de l'ovaire, donc un peu d'intérêt, pas de conflit. Alors pour se mettre dans le bain, donc le cancer de l'ovaire, c'est la véritable problématique, c'est que c'est quasiment toujours diagnostiqué à un stade extrêmement avancé, que le pronostic reste quand même sévère, puisqu'on a 30-35% de survie à 5 ans, et que les 2 tiers des patients qui ont un cancer de l'ovaire avancé vont récidiver. Donc l'objet de mon propos, c'est la prise en charge chirurgicale de la récidive du cancer de l'ovaire. Et bien savoir que le pronostic de la récidive dépend en fait de l'intervalle qu'il y a entre la fin du traitement initial et l'arrivée de la récidive, avec un cutoff qui aujourd'hui est de 6 mois sans traitement. C'est-à-dire que si la récidive survient dans les 6 premiers mois, c'est un très mauvais pronostic avec une réfractaire aux platines, et puis si c'est au-delà de 6 mois, le pronostic de cette récidive commence à s'améliorer. La vraie question en fait, c'est la prise en charge chirurgicale, quelle est la prise en charge et la place de cette prise en charge. Et tout va tourner autour du sujet de la matinée, c'est-à-dire la carcinose péritonéale, qui est vraiment une évolution inéluctable, semble-t-il, du cancer de l'ovaire, que ce soit au moment du diagnostic, on découvre souvent des carcinoses au moment du diagnostic, et au moment de la première récidive, et au moment de l'évolution de la maladie, avec les 3 petits schémas là, qui montrent ce qui a déjà été dit pour la carcinose d'origine colorectale, c'est-à-dire qu'on a le diagnostic de la carcinose qui peut être fait par célioscopie, l'outil fondamental d'évaluation de l'importance de cette carcinose avec le PCI qu'on utilise, et l'outil fondamental qui doit figurer dans tous les comptes rendus opératoires de la qualité de la résection qu'on a faite avec l'existence ou non d'un reliquat et la dimension du reliquat. Donc là, pour l'instant, on ne fait que répéter ce qui a été dit pour la carcinose d'origine colorectale. Et la première question, déjà, c'est est-ce qu'il existe une place pour la chirurgie dans la prise en charge de la récidive du cancer de l'ovaire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la survie de la récidive du cancer de l'ovaire, elle est évaluée dans les derniers essais qui fait le traitement standard de la récidive aujourd'hui, qui est l'essai Calypso, avec une survie sans récidive d'11 mois et une survie globale de 30 mois, et que dans cet essai, eh bien, il n'y a que 20% des patients qui ont une prise en charge chirurgicale. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème et qu'aujourd'hui, pour le monde de la cancérologie ovarienne, notamment le monde de l'oncologie médicale, la chirurgie reste encore quelque chose qui n'est pas tout à fait standard dans la prise en charge de cette récidive. Et on va pouvoir voir que les choses avancent un petit peu. Ça a commencé par cette méta-analyse de Bristow en 2009 qui a montré quand même, alors qu'il ne s'agissait que de patients opérés dans cette méta-analyse, eh bien que la survie augmentait dès lors que les chirurgiens pouvaient faire une chirurgie complète. Donc si jamais on parle de prise en charge chirurgicale de la récidive, la première chose à avoir, le take-home message, le premier, c'est qu'on ne peut rendre service aux patientes que si on fait une chirurgie absolument complète de cette récidive. Ce type de méta-analyse a amené l'ensemble des guidelines internationaux à dire, d'accord, pour la prise en charge de la récidive du cancer de l'ovaire, il peut y avoir une place pour la chirurgie, mais uniquement pour les patients qui vont avoir une chirurgie complète, et on insiste bien sur la nécessité de favoriser l'inclusion de ces patients dans les essais qui vont permettre d'avancer sur cette question. Et un des principaux essais qui avance, c'est l'essai allemand DESTOP, qui correspond à une réflexion sur de nombreuses années. Première réflexion à partir d'une étude rétrospective, est-ce qu'on peut sélectionner les patients qui ont une récidive et qui vont avoir des chances d'avoir une chirurgie complète? Cette première publication rétrospective montre qu'il existe un score, le score AGO, du nom du groupe allemand qui a mis en place ce score. Et là, c'est une définition rétrospective. Si on a ce score, eh bien, on a des chances d'obtenir une chirurgie complète. Deuxième étage de la fusée DESTOP, ok, maintenant on va valider ce score de façon prospective. On va utiliser ce score et démontrer de façon prospective qu'on obtient dans plus de 70% des cas une chirurgie complète dès lors qu'on a bien des malades qui répondent au score, c'est-à-dire une première récidive qui survient plus de 6 mois après la fin du traitement initial, un bon état général, une absence d'acide ou en tous les cas une faible quantité d'acide au moment de la récidive et une qualité de la prise en charge du cancer initial, avec une chirurgie complète lors du cancer initial. Donc le score a été défini, le score a été validé de façon prospective, et on arrive au 3e étage, et c'est là qu'on voit qu'on va vers une réponse à cette question. Est-ce qu'il existe une place
à la chirurgie dans la prise en charge de la récidive du cancer de l'ovaire, c'est l'essai DESTOP 3, qui est un essai randomisé, multicentrique, dont les inclusions sont terminées récemment, hein, c'est il y a 1 an. Ces patientes ont le score positif, c'est-à-dire qu'elles ont une première récidive qui survient plus de 6 mois après la fin du traitement initial, un bon état général, une absence d'acide au-delà d'1 millilitre d'acide au moment du diagnostic de la récidive. À ce moment-là, on fait un tirage au sort, chirurgie, puis la chimiothérapie à base de platine, versus pas de chirurgie et d'emblée la chimiothérapie à base de platine. Et on voit bien qu'avec ces 400 patientes, on va avoir la réponse sur l'impact sur la survie globale, puisque c'est l'objectif numéro 1, l'impact sur la survie globale, et puis les objectifs secondaires habituels de ce type d'essai. Donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question est-ce qu'on démontre qu'on améliore la prise en charge, la survie des patientes en opérant ces patientes au moment où elles ont leur première récidive, mais on a un essai qui va y répondre. Il y a un deuxième essai qui est en cours, qui est un essai néerlandais, qui est un petit peu sur la même construction, même si il n'utilise pas de façon spécifique le score, on retrouve quand même un certain nombre des éléments du score, et l'objectif principal, c'est la survie sans récidive, et non pas la survie globale, ce qui explique que l'objectif en termes d'inclusion est moitié moindre, puisque ce n'est pas 400 patients dont les Néerlandais ont besoin pour démontrer leur hypothèse, mais 230 patients, et les collègues néerlandais ont prévu que, une fois les inclusions terminées et le délai de surveillance réalisé, on aura la réponse à leur essai en 2017. Alors, cette chirurgie de la récidive, c'est quand même une chirurgie importante, donc ça permet d'insister sur ce qui a déjà été dit pour les équipes qui font de la CHIP, mais c'est vrai pour la chirurgie de la carcinose de la récidive de cancer de l'ovaire. Il faut que ce soit des équipes entraînées, un entraînement qui n'est pas uniquement pour les chirurgiens, mais il faut aussi que le centre, c'est-à-dire l'établissement, l'équipe soit entraînée avec les collègues anesthésiques, qu'on ait évalué la nutrition des patients, qu'on ait bien suivi en péri et post-opératoire, parce que, vous voyez bien, on a quand même des interventions qui sont longues, un taux de complications sévères qui reste important, un taux de mortalité de 1% et des complications à type de fistule et de réintervention pour pratiquement toutes les patients qui correspondent aux prises en charge avec complications sévères. Donc on a répondu à la question numéro 1, est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie dans la prise en charge de la première récidive du cancer de l'ovaire? Les méta-analyses disent que oui, toutes les méta-analyses disent quand on est opéré, c'est mieux, mais il n'y a pas de groupe contrôle dans ces méta-analyses, c'est très important. L'absence de groupe contrôle signifie juste qu'on ne sait pas si la différence entre faire ou ne pas faire n'est pas liée juste au hasard. C'est ça l'absence de groupe contrôle. Donc les méta-analyses disent on a des résultats satisfaisants avec la chirurgie de la première récidive du cancer de l'ovaire, et les essais randomisés qui comparent chirurgie versus pas de chirurgie sont en cours, et on aura la réponse au plus tard en 2017 pour le premier essai, et un petit peu plus tard peut-être pour l'essai DESTOP allemand. Deuxième question qui nous passionne ici ce matin, c'est est-ce qu'il y a une place pour la CHIP dans la prise en charge de cette première récidive du cancer de l'ovaire? Et là c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas la même question. Là on dit est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie complète plus CHIP? Parce qu'il faut quand même se dire deux choses, c'est que la CHIP c'est bien une chimio intrapéritonéale, et dans le cancer de l'ovaire on a beaucoup d'essais randomisés dans la prise en charge initiale, et pas dans la récidive, mais on a beaucoup d'essais randomisés qui ont montré qu'une chimio intrapéritonéale améliore la survie. Et là, c'est très important parce que ces essais ne sont pas en cours, ils sont publiés, on a la preuve. On a cette amélioration extrêmement significative de la survie pour des patients qui ont un cancer de l'ovaire et qui ont une chimiothérapie intrapéritonéale. Le seul problème, c'est que il est dit dans ces essais que la morbidité est importante et que la moitié de ces patientes seulement a les 6 cures de chimio-IP prévues. Pour nous tous qui sommes motivés par le fait de défendre l'idée de la CHIP, eh ben, cette information est très importante parce que si on a cette amélioration de survie alors que la moitié des patientes n'a pas eu la totalité des cures, ça montre bien que c'est hyper efficace. Qu'est-ce que ça aurait donné si elles avaient eu toutes les cures? Donc, sur cette base que l'IP fonctionne mais qu'on ne peut pas faire beaucoup de cures, est né le rationnel et a été exploité pour l'ovaire le rationnel de la CHIP. La CHIP, c'est bien ce traitement qui combine une chirurgie complète et une chimiothérapie intrapéritonéale en une seule cure, donc sans l'effet adhérence, puisqu'on est en paire opératoire, avec l'hyperthermie qui apporte sa synergie. Qu'est-ce qu'on a en termes de bibliographie sur premier récidive du cancer de l'ovaire et CHIP? On a un papier qui est très intéressant puisqu'il reprend beaucoup d'études pour dire la première récidive est certainement un des meilleurs moments
pour utiliser la chip, et c'est là qu'on a dans cette littérature la meilleure amélioration du pronostic, en sachant que c'est une littérature, vous allez voir, pour laquelle on peut avoir un esprit critique. Donc, quelle est cette littérature? Ben là, je vous ai pris les papiers, ce qu'on a comme papier, avec plus de 30 malades qui ont une première récidive, qui ont une chip, et vous voyez qu'avec l'équipe des shippers français, on a publié la plus grosse série, puisque on a eu en 2015 un papier avec plus de 300 patientes qui avaient une première récidive, une chirurgie complète et une chip. Et donc, là, on voit bien la critique qui est à la fin du tableau, c'est que oui, on a beaucoup de papiers, des papiers avec des petites séries, beaucoup, une grosse série française publiée récemment, mais il n'y a jamais de groupe contrôle. C'est-à-dire que ces patients permettent de dire « Ok, on a la possibilité de faire la chip, on voit bien que le taux de complications diminue, que la mortalité post-opératoire diminue grâce à la sélection, grâce à l'amélioration des chirurgiens, mais aussi de toute l'équipe de l'environnement, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu la chip. » Juste quelques détails sur la série française, parce que c'est la série la plus importante. Donc c'est une grosse coopération à partir d'un travail qui avait été initié par Olivier Guéhen, Nawal Bakrine, pour faire cette énorme cohorte de patientes chippées. Donc on en a extrait ces 314 patientes qui ont eu une première récidive. Vous voyez qu'on a quand même 38% de survie globale. Alors on va faire entre nous, et puis ça ne sortira pas d'ici parce qu'on n'a absolument pas le droit de le faire, mais on voit que 38% de survie à 5 ans, c'est quand même pas mal quand on regarde le reste de la littérature sur la prise en charge de la récidive. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ce papier, c'est qu'on fait disparaître, et donc c'est une question, il faut vraiment chercher la réponse à cette question, on fait disparaître ce que je vous ai dit au début, cet important impact de la première récidive avant 6 mois, qui est dans tous les papiers, et qui n'est plus dans notre papier à nous. On n'a pas de différence de survie des patientes, que ce soit une récidive précoce ou une récidive tardive. Peut-être que c'est tout simplement parce que la définition de cette récidive précoce est assez mauvaise. Ça ne suffit pas de dire que c'est une récidive précoce, et qu'il faudrait peut-être voir si c'est une récidive précoce d'une patiente parfaitement bien traitée initialement, et là, peut-être que celle-là a un très mauvais pronostic, ou si c'est une récidive précoce d'une équipe qui n'a pas fait une bonne prise en charge initiale, avec une chirurgie incomplète, et qui du coup, quand elle récidive, si elle est prise en charge de façon complète cette fois-ci, avec une bonne chirurgie complète, plus une chip en l'occurrence, eh bien on retrouve une bonne survie globale. Donc ça c'est une vraie question, et il va falloir mettre en place des essais pour démontrer qu'on a raison de penser ça. Donc là vous voyez ce dont on dispose dans la littérature aujourd'hui pour parler de chip et première récidive du cancer de l'ovaire. Si on veut se dire, mais attends, c'est pas normal, on ne peut pas tirer des conclusions d'études où tout le monde a le même traitement, puisqu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il en serait si on n'avait pas ce traitement-là. Dans ces cas-là, on regarde l'autre partie de la littérature, les séries avec un groupe contrôle. Donc première récidive de cancer de l'ovaire, et enfin un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui a des caractéristiques un peu équivalentes, mais qui n'a pas la chip. On n'a pas beaucoup de papiers, on a juste 4 papiers, avec assez peu de malades. Un est randomisé, l'étude grecque de Spiliotis, c'est randomisé, mais quand vous allez dans le papier, il n'y a pas d'hypothèse. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2, ils ont randomisé, 60 patients dans un groupe, 60 patients dans l'autre, et montré les résultats. Mais on n'a pas d'hypothèse. On n'a pas d'hypothèse disant, par rapport à cette hypothèse, combien il nous faut de malades pour la démontrer. Donc voilà, c'est intéressant parce que là, il n'y a pas de sélection des patientes, elles sont tirées au sort, chip ou pas chip. Mais ce nombre de 60 n'arrive pas à démontrer quoi que ce soit. Néanmoins, dans tous ces papiers, comme dans toutes les cohortes, c'est le bras chip qui a la meilleure survie. Donc on voit bien qu'il y a quand même... il se passe, comme dit Marc sur l'estomac, là aussi il se passe quelque chose, mais on n'a pas encore la preuve. Et tous les statisticiens nous le disent, pour démontrer que la chip sert à quelque chose par rapport à l'absence de chip, il faut 400 malades. Si on n'a pas 400 malades, on ne peut pas dire que ce n'est pas le hasard juste qui fait la différence entre les deux groupes. Juste un détail, puisqu'il se trouve que c'est parmi les 4 papiers avec un groupe contrôle, celui-ci il sort de mon service, juste pour vous montrer ce que c'est. On compare 23 patients qui ont une chip, qu'on compare à 19 qui n'ont pas de chip. On essaye de matcher un petit peu quand même ces patients, puisque les séries sont courtes. Donc on les matche sur le fait qu'elles ont toutes une première récidive, que c'est toutes un carcinome séreux de haut grade, qu'elles ont toutes une chirurgie qui est complète au moment de la prise en charge de la récidive. Donc ça, les autres papiers n'ont pas fait cet effort-là. Bon, néanmoins, ça reste quand même extrêmement petit, même si on a 75% de survie à 4 ans dans le bras chip versus 19% dans le bras non chip. C'est vrai que c'est extrêmement rassurant si on va vers la réponse à cette question, mais c'est encore pas quelque chose qui nous permet de dire ça y est, la chip dans la récidive du cancer de l'ovaire est un standard. Et donc il faut aller vers des essais, et il y en a. C'est pour ça que c'est intéressant, donc on se rapproche des dernières diapos, monsieur
le modérateur. Il y a 2 essais de phase 3 qui sont en cours sur cette question spécifique de la prise en charge de la première récidive du cancer de l'ovaire. Il y a un essai italien, l'essai HORSE, qui a une construction intéressante, puisqu'il s'agit de patientes qui ont une première récidive au-delà de 6 mois après la fin du traitement initial, qui a d'emblée sa chirurgie qui doit être complète. Au cours de la chirurgie, la randomisation CHIP versus pas de CHIP, et la CHIP est faite avec du cisplatine, 75 mg/m² à 42 degrés, pendant 1 heure. La méthode, en l'occurrence, est la méthode fermée, et tout le monde a une chirurgie complète, et ensuite, les patientes ont leur chimiothérapie à base de platine. L'objectif principal de HORSE est la survie sans récidive. Les objectifs secondaires sont classiques, la qualité de vie, la survie globale et d'autres complications. Et puis le deuxième essai, qui est un essai français qu'on a monté donc avec le groupe Schipler français dont on vous a parlé dès ce matin. Et cet essai Schipper est construit différemment, et c'est ça qui est très intéressant, parce que ça nous permet de récupérer les équipes italiennes qui incluent dans Schipper, parce que la construction est différente. Ce sont les mêmes patients, c'est-à-dire ce sont des patients qui ont une première récidive de cancer de l'ovaire au-delà de 6 mois après la fin du traitement initial. La CHIP est la même quelque part, puisque c'est une CHIP au cisplatine 75 mg/m² pendant 1 heure. Méthode ouverte ou fermée, pour nous il n'y a pas de différence. Simplement, les patients ont d'abord leur chimiothérapie de seconde ligne, ce qui permet de démontrer la chimiosensibilité, et ensuite elles sont évaluées, et celles qui vont avoir la possibilité d'avoir une chirurgie complète, eh bien, vont pouvoir être incluses, et on les opère à la fin, avec une chirurgie dont l'objectif est d'être complète, et une randomisation péropératoire, CHIP ou pas CHIP. Première différence notable, c'est que nous, on se situe après la chimiothérapie, contrairement à HORSE. Deuxième différence notable, notre objectif principal, ce n'est pas la survie sans récidive, c'est la survie globale. Donc, on va pouvoir démontrer si on permet d'améliorer la survie globale des patientes, avec en objectif secondaire, bien sûr, la morbidité et la qualité de vie, la survie sans récidive, mais on a aussi des études ancillaires de pharmacocinétique, et donc une première comparaison frontline en termes pharmacocinétiques de cette technique fermée par rapport à la technique ouverte, donc ça va être intéressant. Et puis aussi une étude médico-économique qui va permettre de compléter les études médico-économiques qui existent déjà dans la littérature. Donc au total, ce que je voulais vous dire en message par rapport à cette thématique un peu particulière qui est la prise en charge chirurgicale de la récidive du cancer de l'ovaire, c'est que quand on a une patiente, alors c'est déjà vrai quand on a une patiente qui a un premier diagnostic de cancer avancé de l'ovaire, s'adresser à une RCP spécialisée, s'adresser à une équipe spécialisée. Ça c'est une évidence, et on a beaucoup d'études qui montrent que cette centralisation des patientes qui ont un cancer avancé de l'ovaire améliore leur survie. Et donc on voit bien qu'il y a des travaux en cours avec l'INCa pour aller vers peut-être des réflexions autour de nouvelles autorisations. Mais puisqu'aujourd'hui on devait parler de la première récidive du cancer de l'ovaire, là encore plus, s'adresser à une RCP spécialisée. Vous l'avez vu, les guidelines internationales disent on peut envisager la chirurgie pour ces patients hors essai à partir du moment où on a toutes les chances d'avoir une chirurgie complète. On attend tous avec impatience les résultats des essais en cours. Et pour ce qui est de la question de la CHIP, on voit bien que c'est un rationnel. On voit bien qu'on a une littérature aujourd'hui qui est certes critiquable, mais qui va dans un sens positif, et qui nous a amené à créer cet essai CHIPOR. Et donc j'invite tout le monde à se dire que si on veut défendre la CHIP, si on veut défendre les patients qui ont une première récidive de cancer de l'ovaire, il faut inclure, si on doit faire une CHIP, il faut essayer de le faire en incluant les patients, parce que accélérer la fin de cet essai qui en est à la moitié aujourd'hui, puisqu'on est en train de s'approcher de la 200e patiente pour 400 prévus, eh bien ça permettra d'aller convaincre dans d'autres assistances que celle-là, d'aller convaincre des gens éminemment importants que non, la CHIP n'est pas quelque chose qui est réservé à un monde spécifiquement chirurgical, mais que c'est véritablement une option à envisager et que ça doit faire partie des standards. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire ça tant qu'on n'a pas réussi à le démontrer avec quelque chose comme cet essai qui est en cours et les prochains qui ne manquent pas d'arriver. Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Des questions ? Il y a des questions.
Bonjour. Donc, je voulais savoir si, du coup, quand vous faites un traitement chirurgical, éventuellement avec chip d'une récidive, vous faites systématiquement une chimio avant pour sélectionner ces malades ou si elles sont opérables d'emblée ou les opérer d'emblée. Alors, en fait, dans la prise en charge des récidives, nous, on se situe dans l'idée du protocole. Donc, à partir du moment où la patiente, on se situe, on a un raisonnement qui est certainement critiquable et que Olivier connaît bien, c'est-à-dire qu'on essaye de s'appuyer sur ce qu'on sait aujourd'hui de façon certaine. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas de façon certaine si la chirurgie première faisable, elle serait utile. On a des papiers sans groupe contrôle. Ça, c'est hyper important. Hein. On a des papiers sans groupe contrôle qui disent ça semble marcher. Donc on va attendre les résultats des essais en cours et aujourd'hui notre démarche est de se dire si la patiente a une récidive, on va lui proposer l'inclusion dans le protocole CHIPOR. Si la patiente nous dit je refuse l'idée du protocole, à ce moment-là on vient vers une réflexion différente qui est effectivement de leur proposer une chirurgie première quand elle est faisable. Mais par contre on ne fait jamais de CHIP hors protocole. C'est-à-dire que la patiente qui dit « je ne veux pas rentrer dans le protocole », on oublie le protocole et on a une prise en charge qui correspond aux guidelines internationales. La chirurgie, c'est une option possible et si elle est faisable de façon complète, on la fait, avec une CBO-évaluation selon les recommandations qu'a redit Olivier, c'est-à-dire les 3 quarts sur l'immédiat. Si jamais ce n'est pas faisable, on part sur la chirurgie, on part sur la chimiothérapie. Il n'y a pas forcément beaucoup de place après sur la chirurgie, mais on repart toujours en RCP. Par contre, la patiente qui vient avec la question inverse, et même si ce n'était pas la question, ça me permet de le dire, la patiente qui vient avec la question inverse en disant « j'ai vu sur internet que vous faisiez de la chip, je viens pour ça », on ne le fait pas, et on ne le fait jamais. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la meilleure défense de la chip, c'est de prouver que c'est dit. Mais juste pour compléter, du coup, ça paraît séduisant quand même de sélectionner les malades sur la chimie en disant qu'on va plutôt... Mais parce que vous dites que si elle ne veut pas rentrer dans l'essai CHIPOR, vous les opérez d'emblée. Oui. Excuse-moi Cyrus, parce que sinon après vous ne serez pas enregistré. Non. Et alors que vous allez passer sur Internet. Si j'aurais pas mis de cravate quand même. Justement, je réponds parce que je n'ai pas été assez clair. Dans la littérature, la chirurgie du cancer de l'ovaire en première récidive, on n'en a pas la preuve. Et les rares papiers dont on dispose n'ont jamais de chimiothérapie néoadjuvante, puisque les quelques papiers qui posent cette question-là disent la chimio néoadjuvante est un critère de mauvais pronostic. Oui, mais je pense que c'est très critiquable de dire ça. Mais quand on regarde par exemple le papier de Bristow dans la discussion, il dit attention, il ne faut surtout pas leur faire de chimio avant de les opérer parce que c'est un facteur de mauvais pronostic. Pourquoi? C'est un biais habituel des études rétrospectives, c'est-à-dire que voilà, les patientes qui ont les pires récidives vont avoir de la chimiothérapie première, vont peut-être être opérées après, vont avoir la plus mauvaise survie, et donc on va en conclure à tort que c'est un facteur de mauvais pronostic. Je pense qu'effectivement, on verra à l'avenir, quand on a les réponses à la littérature qui est en cours, que la chimio-sensibilité de ces patientes est extrêmement importante, et l'évaluer c'est important. Mais alors là, aujourd'hui, pour le coup, chimie néoadjuvante, puis chirurgie et groupe contrôle, on n'a rien de rien. Donc voilà, on se dit, soit elle veut rentrer dans l'essai, on fait l'essai, soit elle ne veut pas rentrer dans l'essai, et toute la littérature c'est chirurgie première, donc elles sont opérables d'emblée, et on fait la chimio après. Mais on se pose cette question-là. Si jamais on va vers une chirurgie très importante de cette première récidive, c'est embêtant, parce que du coup, le vrai traitement standard, c'est la chimio qu'on risque de retarder. Allez, question courte. Moi, juste très rapidement, tu me parles de traitement standard, tu me parles de chimio qui est un traitement standard avant la récidive. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait un traitement effectivement uniquement palliatif. C'est le standard, pourquoi? C'est le standard parce qu'ils ont fait des essais qui ont comparé deux protocoles. Et tu opposes une stratégie où tu as, sur les chimio-résistants, 1 an de médiane de survie avec le standard qui est Aurélien aujourd'hui, à une autre stratégie où il y a quand même plus de 100 patientes, sur du multicentrique, où la médiane de survie, c'est pas 1 an, c'est 45 mois. Alors moi, écoute, quand une patiente vient me voir et me demande la chip, si elle est résécable, si elle est chimiosensible, et si elle ne répond pas aux critères de l'essai, parce que tu sais que je joue le jeu de l'essai, eh bien, je ne vois pas comment on peut ne pas proposer et ne pas mettre dans les options de recommandation nationales la chirurgie de cytoréduction et la chip pour le traitement des carcinomes ovariens. Et quand tu dis c'est défendre la chip que de ne faire que les... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et tu nous as montré, alors, face
à une audience de shippers, en plus plein d'arguments indirects, d'études cas témoins, d'études randomisées, de petits effectifs, de registres qui montrent que ça a un bénéfice potentiel. Donc, On va Question laisser courte, Pierre. alors. Juste une remarque quand même, en ce qui concerne l'environnement dans lequel on va travailler, il faut voir que le cancer de l'ovaire, en particulier en récidive, est éminemment médical. Donc la première question à se poser, c'est de savoir quels sont les arguments qu'ont les chimiothérapeutes vis-à-vis des chirurgiens qui vont proposer une cytoréduction plus ou moins chip, à mettre en balance. Il y a des papiers très anciens de Niski qui positionnaient la chirurgie, non pas tant sur la chimio, mais sur le délai d'apparition d'une récidive mesurable et appréciable. Et il faut voir que les chimiothérapeutes développent en particulier des thérapeutiques ciblées qui viennent en concurrence par rapport à la survie. Et le gros problème, ça sera la survie globale et la morbidité de la thérapeutique. Donc effectivement, je suis à la fois d'accord avec Olivier, mais je suis peut-être un peu plus d'accord avec Jean-Marc que pour défendre la chip, on a quand même des éléments, on doit avoir des éléments factuels et des choses mesurables pour pouvoir discuter avec ces gens-là qui sont, ces gens-là entre guillemets, qui sont extrêmement agressifs en ce qui concerne la thérapeutique médicale. Et il faut voir que si on ne participe pas à la RCP, les malades vont nous échapper. C'est-à-dire que la première rechute va être traitée en chimiothérapie. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, oui, une question toute simple, c'est celle de la récidive ganglionnaire rétropéritonéale isolée, qui est souvent due à une insuffisance de traitement, on est tous d'accord. Et à ce moment-là, est-ce qu'il est intéressant de proposer à cette patiente une chimiothérapie? Est-ce qu'il est intéressant de les réopérer, comme l'a montré Bristow, qui montrait qu'on les remettait dans le schéma évolutif des ovaires bien traités, ou est-ce qu'il faut les opérer et leur faire une chip? À cette question, qui n'est pas si marginale que ça, on n'a pas vraiment de réponse. Réponse courte et on finit. Ouais, tu veux conclure? Et on conclut et on ne demande pas à qui que ce soit de discuter de la relation médecin-patient Ah bah super, qui fait partie de chaque personne. Donc tu vas pouvoir Je vais avoir le dernier mot. sur ton Et, voilà, et donc, non mais je vais donner une réponse qui est beaucoup plus générale que le cancer de l'ovaire. Parce que la discussion qu'on vient d'avoir est extrêmement importante, parce qu'on est d'accord, c'est-à-dire que Olivier et moi, on est d'accord. On a un traitement qui va être quelque chose de positif pour les patients. Simplement, il faut juste qu'on se dise entre nous, il faut qu'on convainque une communauté bien supérieure à la nôtre. Moi, je suis d'accord, quand on voit les Calypso avec 20% de chirurgie, si jamais Desktop démontre que ça sert à quelque chose, c'était un essai qui sous-traite les patients. Simplement, si on ne fait pas de protocole qui démontre qu'avec un groupe contrôle, eh bien, on continuera une discussion entre nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à convaincre une communauté plus importante. Si on fait que discuter entre nous, on est d'accord. Mais avec un essai randomisé, publié dans une grande revue, parce qu'on va démontrer le bénéfice, c'est fini. On pourra enfin être libre d'avancer vers de nouveaux protocoles et faire entrer, non plus dans un débat de spécialistes, mais voir tout ce qui est la communauté des décideurs nationaux par rapport à l'écriture des standards, changer d'avis parce qu'on leur a démontré. Merci.